Alors, ces trous sont des trous à bord vertical, c'est des trous circulaires, à bord vertical et à fond plat. Donc, pour mettre un poteau, c'est tout à fait parfait. Hein. Lorsque ces trous ont été découverts, en fait, ils étaient remplis d'ossements, mais on ne sait pas si ces ossements datent de l'époque que les trous ont été fabriqués. Sûrement, c'est venu après. En tout cas, ces trous sont disposés dans un cercle parfait et il y en a 56. 56 trous dans un cercle. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi 56? Surtout qu'il faut quand même se rendre compte qu'on ne peut pas tracer 56 trous dans un cercle parfait par hasard. On va juste commencer à faire un trou, puis faire un autre trou, et puis ensuite arriver à 56 avec tous ces trous bien également espacés. Et il faut planifier à l'avance, et ça veut dire que dès le départ, il y avait l'intention de mettre 56 trous dans un cercle. Donc ça, c'est une question intéressante, et je vais tenter d'emmener quelques réponses. Il y a déjà eu la théorie des éclipses, comme quoi les 56 trous étaient un nombre de trous intéressant pour calculer les éclipses. En déplaçant des poteaux dans les trous, certains poteaux pour le Soleil ou pour la Lune, on pouvait calculer les éclipses. Je vais proposer autre chose. Voilà. Donc c'est Hawkins qui a écrit en 1965 un livre qui s'appelait Stonehenge Decoded, donc Stonehenge décodé, qui a parlé de ces 56 trous et le fait que c'était fait pour faire des éclipses, mais il en donne une description. Ces trous s'appellent les trous d'Aubray, après le monsieur qui les aurait trouvés en 1666. Donc il donne des dimensions. Il mesure en largeur, donc en diamètre, entre 2,5 et 6 pieds, donc ce qui fait 75 cm à 1,83 m. Donc leur dimension varie en termes de diamètre. Et puis leur profondeur peut varier entre 2 et 5 pieds, donc ils vont de 61 cm jusqu'à 1,50 m. 1,50 m de, enfin, je sais pas, 1,50 m de profondeur comme ça, un cercle comme ça, creusé dans la craie avec un fond plat. Voilà. Donc leur forme était régulière, mais il y avait peu d'irrégularité dans leur espacement. C'est là où on se rend compte que l'intention d'en mettre 56 est clairement voulue. Il forme un cercle très précis, mesuré à 288 pieds. Alors, il ne dit pas, quand il donne cette mesure, si c'est au centre du trou, à l'extérieur du trou. Ou... Voilà, donc on va revenir sur cette question, mais il donne 288 pieds, donc 87,8 mètres, avec un intervalle de 16 pieds entre leurs points centraux. Le fait qu'il y ait toujours 16 pieds d'intervalle, ça c'est quand même assez particulier, et ça suggérait l'utilisation de la mesure du pied. J'y reviendrai aussi sur cette question. Il donne aussi les différentes erreurs, la plus grande erreur radiale sur le rayon et la plus grande erreur d'intervalle. Voilà. En tout cas, sur ce schéma, ils sont positionnés dans leur position exacte. Cet espacement précis des 56 trous autour de la circonférence d'un aussi grand cercle était un exploit d'ingénierie considérable. Je ne sais pas comment vous vous y prendrez pour faire un cercle avec 56 trous, mais tout à l'heure, je vais vous proposer une solution. Voilà, c'était Hawkins. Voici donc un plan maintenant de l'ensemble de ces éléments. Et on va voir donc apparaître les 4 station stones sur ce plan-là.
Alors, il reste aujourd'hui cette pierre-là et cette pierre-là, mais ces pierres-là, ces deux pierres-là, leur existence est parfaitement attestée, leur emplacement est parfaitement connu. Alors, comme vous pouvez voir, ces quatre pierres, ils forment un rectangle. Et alors là, il y a tout un débat. Ces pierres se situent sur le cercle des trous d'Aubrey. Et ils sont anciens. Ils datent de 3000 avant Jésus-Christ. Et donc, ils datent d'avant le monument central. Le monument central ici est daté de moins 2005. Et donc, ces pierres-là datent d'avant. Donc, avant qu'on construise cette partie centrale, on avait ce cercle avec les buttes de terre, les 56 trous, et ces quatre pierres. Alors, le débat est très important sur le positionnement exact de ces pierres. Pourquoi? Parce que, au fait, leur géométrie ressemble de très près à un rectangle 5, 12, 13, le fameux triangle de Pythagore, le 5, 12, 13. Mais, on va voir, il y a une autre possibilité géométrique que le 5, 12, 13, qui est le fait que ça représenterait le 16e d'un cercle. Si on prend le cercle et on divise, par exemple, le diagonale ici, comme ça, et comme ça, eh bien, une partie ici ferait le 8e du cercle. Donc, le 8e d'un cercle, c'est 45 degrés exactement. D'accord? Alors, la moitié de ça, si on avait 45 degrés, la moitié, c'est 22,5 degrés, alors que l'angle d'un triangle 5, 12, 13, c'est 22,62. Donc, il y a 0,12 degrés d'écart entre ces deux propositions géométriques, ce qui forcément est complexe à déterminer avec des pierres sur ces mesures-là. Vous voyez? Parce que la pierre elle-même a une dimension, donc est-ce que c'est 22,5 ou 22,62? Compliqué. Mais je vais vous donner des éléments ce soir qui permettront de trancher. J'espère. Et vous verrez que ça a quand même son importance. On pourrait se dire, oui, attendez, qu'est-ce que ça peut faire? C'est quand même important. Voici le plan vu d'avion. Et on voit dans le coin supérieur ici, cette pierre un peu éloignée de tout ça, en dehors du cercle. Là, c'est le cercle. On a cette pierre-là, qui s'appelle le heel stone, que je pense personnellement vient de Héol, le soleil. Surtout que cette pierre est dans l'axe, comme on a dit, de ce fer à cheval, et dans l'axe donc du lever du soleil au solstice d'été. Et c'est un fait connu, hein, que jusqu'à l'an 1000, on parlait gallois à Stonehenge. Donc la langue locale ici, jusqu'à l'an 1000, était gallois.